Nouveau numéro de reporter sur France 24, direction l'Afrique des Grands Lacs. Certaines régions sont touchées par un double fléau, la guerre et l'épidémie d'Ebola. C'est le cas dans le nord-est de la République démocratique du Congo, où des zones sont toujours affectées par l'épidémie de fièvres hémorragiques. Pour les équipes médicales qui tentent d'endiguer la propagation de la maladie, il faut donc être doublement précautionneux, éviter la contamination, mais aussi les groupes armés. On retrouve en duplex Bastien Renouille. Vous revenez de Béni, en RDC, une des grandes villes de cette région. Bastien, est-ce que vous pouvez nous parler des conditions très particulières de ce tournage que nous allons découvrir dans un instant ? Eh bien, Ebola et les groupes armés ont un point commun, ce sont deux ennemis invisibles. Ebola est une maladie extrêmement contagieuse, il faut prendre de nombreuses précautions pour ne pas attraper la maladie. Concernant les groupes armés, ils peuvent frapper à tout moment, en tout lieu, et c'est ce qui rend ce type de reportage extrêmement difficile à réaliser. Alors Bastien, on vous retrouve dans un instant, juste après la diffusion de ce reportage tourné dans la région de Béni, en République démocratique du Congo. Cette ambulance quitte Béni en urgence. Un cas suspect d'Ebola a été signalé à 30 minutes de voiture dans un hôpital de la ville d'Oïcha. C'est une zone extrêmement dangereuse. Elle est escortée par la police. Arrivés à destination, les hommes armés restent à côté de l'ambulance. Les soignants, eux, doivent faire vite. Là où nous sommes ici, c'est une zone rouge, il y a beaucoup de difficultés. Par exemple, il y a beaucoup de guerres ici, les ADF Nalu attaquent vers ici souvent. Le médecin qui a signalé la patiente attend l'équipe depuis la veille, mais impossible d'effectuer le trajet durant la nuit. Elle a été en contact avec un enfant qui était décédé de MG. Par la suite, la mère de l'enfant aussi mourra de MV. Vomissements, fatigue, douleurs aux yeux et à la cage thoracique. Jeanne, 50 ans, présente les symptômes de la fièvre hémorragique et est extrêmement contagieuse. Personne ne doit la toucher, pas même les médecins. Cet homme lui explique qu'elle va quitter les lieux. Nous allons amener la malade jusqu'à là où l'ambulance va se trouver. Et puis quand elle va monter dans l'ambulance, nous allons décoller jusqu'à Béni, au CTE, au centre de traitement Ebola. Au même moment, l'un des ambulanciers s'équipe de protection. Dès que la patiente quitte la pièce, il doit désinfecter les lieux afin que personne ne soit contaminé. Montez, vous allez vous asseoir là. Vous pouvez vous allonger si vous le désirez. Une fois la patiente dans le véhicule, l'un des soignants doit brûler les équipements de protection. Problème, l'incinérateur est situé dans une zone boisée potentiellement dangereuse. Des hommes armés pourraient s'y cacher. L'hôpital n'est adapté ni à Ebola, ni à l'insécurité qui règne dans la région. 30 minutes plus tard, Jeanne arrive au centre de soins. En même temps qu'un cercueil destiné à l'un des 216 morts d'Ebola. La malade doit subir une prise de sang. Elle confirmera par la suite qu'elle est bien la 324e personne contaminée dans la région de Béni. Elle sait que 70% des malades meurent et est effrayée. Une infirmière vient la rassurer. Je l'ai expliqué. Comme elle a venu très tôt, comme ça, elle va guérir sans des problèmes. Le lendemain, elle sera transférée dans la chambre, où elle restera durant tout son traitement. Dans les rues de Béni, la présence du virus mortel est presque insoupçonnable. Ce panneau est l'un des rares signes qu'il rappelle. L'avenue principale est toujours bondée. Les enfants jouent dans les rues.
Impossible d'imaginer qu'Ebola et groupes armés terrorisent la région. Mais à la tombée de la nuit, les rues se vident petit à petit. Le son des combats réveille la ville. Il faut attendre le lendemain matin pour constater l'intensité de l'attaque. Ici, une femme a été égorgée. Cette maison a été détruite par un tir de mortier. Un homme est retrouvé dans les décombres. Quatre enfants ont été kidnappés dans cette pièce avant que les assaillants n'y mettent le feu. Il n'y a pas moyen, ils ont tout incendié, ils sont partis. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On ne sait pas qui est arrivé, ils ont brûlé, ils sont partis. Ils sont dans la nature. Les FARDC ne veulent pas suivre qui est arrivé ici. Ils sont en train de constater aussi comme la population. Et ça nous frustre encore. On ne sait pas depuis jusqu'à quand alors, jusqu'à quand la population sera en train de mourir comme ça. Les FARDC que cet homme évoque sont les militaires congolais, incapables de stopper ces attaques fréquentes autour d'Oicha et de Béni. Elles ont fait des dizaines de victimes en 2018 et sont attribuées aux ADF, les forces démocratiques alliées, un groupe rebelle identifié comme islamiste dont le mode opératoire est presque toujours identique. Les familles des victimes sont désemparées. Jusque-là, nous ne savons pas la cause. Si on savait la cause, on pourrait donner directement la suite de ce qu'eux cherchent. Mais jusque-là, nous sommes sous contrôle d'eux-mêmes puisqu'on ne connaît pas ce qu'ils cherchent. À l'heure de l'enterrement, tout le quartier se presse pour pleurer les victimes. Sur la route des funérailles, de nombreuses maisons sont désormais abandonnées, les magasins fermés. Beaucoup prennent la fuite. Cet exode représente un grand danger. Il pourrait faire empirer l'épidémie d'Ebola si un nombre important de personnes contaminées se réfugiaient dans le centre-ville de Béni. Pour faire face à un afflux de malades, les ONG ouvrent de nouveaux centres de dépistage. Jeanne, la patiente admise 2 jours auparavant, a commencé son traitement. Le matin, elle avait vomi tous les produits qui étaient administrés par l'équipe du matin. Pour le moment, on a repris tous les produits, mais elle va être très bien. Il n'y a pas de plainte. Elle vient de prendre même son jus. Impossible pour elle, comme pour de nombreux autres patients, d'être soignés dans leur ville. L'insécurité y est trop forte. De nombreuses zones dangereuses demeurent hors de portée des médecins. La mission des Nations Unies au Congo doit intervenir. Les autorités ne pouvaient plus croiser les bras et ont immédiatement décidé de lancer une opération. Et dans cette perspective, elles ont discuté avec la MONUSCO pour que les efforts puissent être articulés pour pouvoir faire ce qu'il est possible de faire pour que ces massacres-là s'arrêtent et que les équipes de réponse à Ebola puissent travailler. Des centaines de soldats tanzaniens, malawites et sud-africains sont déployés à Béni. L'ONU et les forces armées du pays ont lancé l'opération Usalama Center. En français, le centre de la sécurité. Leur but, reprendre les bases de la milice ADF et repousser les combattants le plus loin possible de la ville. Chaque matin, ces casques bleus partent en appui des militaires congolais. Dans cette zone, des groupes armés illégaux se livraient à des combats. Donc nous, les soldats, on a installé notre base ici pour arrêter les tueries. Ces abris de fortune et ces petites tranchées sont les seuls éléments de protection pour ces militaires postés à une dizaine de minutes du centre de traitement d'Ebola. Très régulièrement, ils doivent repousser des attaques. L'ennemi vient souvent ici.
chaque semaine. Et quand ils viennent ici, on se bat. C'est ce qui nous amène ici. La coalition de l'ONU et de l'armée congolaise vient de lancer une offensive tout près du camp. Ces hommes surveillent la brousse 24 heures sur 24. Ils craignent une attaque en représailles. Au bout de la route, à 500 mètres, il y a l'ennemi. C'est là qu'il y a les combats en ce moment. Cet endroit, c'est celui qu'on est en train de bombarder en ce moment. Les militaires paient le prix fort durant cette bataille essentielle pour mettre fin au massacre et enrayer l'épidémie d'Ebola. 7 soldats internationaux et de nombreux militaires congolais ont été tués lors des combats. Il faudra du temps pour sécuriser la région. Mais la lutte contre Ebola est une course contre la montre. Alors des civils ont décidé de se mobiliser à leur manière. Dans cette église, les bénitiers ont été remplacés par ces bidons d'eau chlorée. Les fidèles prennent petit à petit conscience de la dangerosité d'Ebola. Chaque dimanche, le pasteur rappelle inlassablement qu'il faut combattre la maladie. Il n'y a pas d'autre moyen de combattre cette maladie si ce n'est par une observation stricte des règles d'hygiène. Avant, nous nous saluions en nous serrant la main ou en nous embrassant. Mais maintenant qu'il y a cette maladie, il est devenu nécessaire pour tous les membres de l'Église d'observer à la lettre les mesures qui ont été instaurées. C'est cette femme qui a persuadé le pasteur qu'il devait parler de la maladie. Bengue est une des responsables de la société civile de Béni, un groupement de citoyens qui tente d'améliorer la vie en ville. C'est important pour la société civile d'échanger avec l'Église car on a trouvé que dans l'Église on trouve beaucoup de monde. Les pasteurs, par rapport à leur autorité aux chrétiens, ils peuvent contribuer à sensibiliser un grand nombre de personnes pour la lutte contre le virus Ebola. Après la messe, elle rejoint une brigade qui sillonne Béni. Ils vont à la rencontre des populations des quartiers périphériques. Nous sommes membres de la société civile, nous faisons du porte-à-porte pour éradiquer Ebola. Par exemple, si quelqu'un meurt chez moi et que vous vous tenez loin dans cette direction, à 2 ou 3 maisons d'écart, est-ce que vous pouvez être contaminé? Pas immédiatement, mais si quelqu'un meurt ici, que c'est un membre de ma famille, que je touche son corps, si les autres personnes viennent vers moi pour me réconforter, nous serons en contact. Et il y a un risque de contamination. C'est comme ça qu'une chaîne de transmission se crée. En éduquant les populations, ils espèrent qu'elles éviteront la contamination dans les zones auxquelles ambulances et équipes de vaccination n'ont pas accès. Ils tentent aussi de les rassurer. S'ils présentaient des symptômes, il faudrait vite se faire dépister en ville afin de maximiser les chances de survie. Jeanne, elle, est toujours malade malgré sa prise en charge rapide. Les médecins sont pourtant optimistes, elle devrait s'en sortir. En attendant d'être rétablie, elle peut seulement entendre les célébrations d'autres patients. Après plusieurs dizaines de jours dans le centre, ils sont guéris et peuvent enfin rentrer chez eux. Bastien Renouille, on vous retrouve en duplex. Vous terminez votre reportage avec cette image optimiste, celle des champs de guérison, mais vous rappelez pourtant ce chiffre, 70% de mortalité, et l'Organisation mondiale de la santé a de nouveau tiré la sonnette d'alarme. Oui, tout à fait. L'OMS décrit la situation comme un cocktail explosif. Il y a ces groupes armés dont nous avons parlé dans le reportage, mais il y a aussi l'échéance du 23 décembre prochain, l'élection présidentielle en RDC. Et l'OMS craint une flambée de violence, notamment dans le Nord Kivu, où sévit l'épidémie d'Ebola. Si ces violences avaient bien lieu, eh bien, elles empêcheraient les médecins d'accéder à certains malades, elles empêcheraient les équipes de vaccination de faire leur travail, ce qui ne ferait qu'empirer la situation alors qu'elle est déjà dans une situation extrêmement grave. Alors, un mot précisément sur la vaccination. Il y a une campagne en cours.
Oui, tout à fait. C'est une campagne de vaccination expérimentale. Des tests ont déjà été effectués en Guinée lors de la grande épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. L'OMS assure que ce vaccin n'est pas dangereux pour l'homme et elle tente désormais de prouver qu'il peut tenter de vaincre Ebola et qu'il peut empêcher d'être contaminé par la maladie. C'est le but de cette grande campagne de vaccination qui a déjà touché plus de 32 000 personnes. Je vous propose d'écouter le docteur Michel Yao. À ce jour, nous avons vacciné un peu plus de 32 000 personnes. Et donc la stratégie est de vacciner les personnes qui travaillent sur des cas potentiels comme le personnel médical ou bien le personnel qui va faire des investigations lorsqu'on a des cas confirmés. Et le deuxième groupe, il s'agit des contacts. Les premiers contacts, ceux qui auraient éventuellement touché la personne positive, mais aussi le deuxième niveau de contact qu'on appelle contact des contacts. Voilà pour la philosophie de cette campagne de vaccination contre Ebola. Dernière question, Bastien, est-ce que vous avez des nouvelles de Jeanne, cette patiente atteinte du virus qu'on voit au début de votre reportage ? Oui, tout à fait. J'ai eu de ces nouvelles en début de semaine. Elle va mieux. Elle n'est pas encore guérie. Elle est toujours dans le centre de traitement Ebola à Beni. Mais les médecins me disent que son état s'améliore et qu'elle pourra probablement sortir de l'hôpital au cours des prochains jours ou des prochaines semaines. Bastien Renouille, merci Bastien d'avoir été en duplex avec nous. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.